Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui, qui est filmée depuis Tbilissi, en Géorgie. Je suis très heureux d'être rejoint aujourd'hui par Mariam Lashki, qui est députée et représentante du parti Rêve géorgien, qui est bien sûr le parti politique au pouvoir. Donc, bienvenue et merci beaucoup d'être venu. C'est un grand privilège de pouvoir m'entretenir avec vous. Merci, le plaisir est pour moi et bienvenue en Géorgie, notre pays fascinant. Merci. C'est en effet fascinant. L'une des raisons pour lesquelles je voulais m'entretenir avec vous était de mieux comprendre la politique étrangère de la Géorgie, mais aussi ses enjeux intérieurs. Et je suppose que la question des ONG est toujours centrale, car, eh bien, nous les appelons ONG, mais pour être honnête, elles sont financées par des gouvernements et sont souvent alignées sur les intérêts politiques de ces gouvernements. Et si l'on se penche également sur la littérature, on constate que beaucoup d'entre elles, comme le National Endowment for Democracy, ont effectivement été créées par la CIA et Reagan dans le but d'exercer une plus grande influence sur les sociétés d'autres pays. Donc encore une fois, beaucoup d'entre eux font du bon travail, mais il y a toujours un problème lorsqu'on externalise une partie de sa société civile à des puissances étrangères. J'aimerais donc explorer un peu comment fonctionnent les ONG à l'ère de l'hégémonie libérale, en cherchant à s'aligner sur ce qui sont souvent les intérêts et les valeurs des puissances occidentales. Quel est le rôle des ONG sur la culture géorgienne, ses traditions, voire sa foi? Parce que l'Église joue ici un rôle très important dans la société. Comment tout cela coexiste-t-il? Merci beaucoup pour cette question très importante. Je commencerai par reconnaître le rôle historique positif que les ONG ont joué dans le développement de la démocratie en Géorgie. Mais nous devons également aborder les préoccupations concernant les tendances récentes, qui consistent essentiellement à transformer les ONG de leur rôle fondamental de défense des droits de l'homme en une forme d'activisme politique. Nous observons ce phénomène non seulement en Géorgie, mais aussi dans le monde entier. Et ce sujet a été discuté non seulement en Géorgie, mais aussi récemment au Parlement européen, où il a été noté que les ONG contribuent également à la polarisation. Mais regardons les faits et les chiffres, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Géorgie, nous avons 31 000 ONG enregistrées, dont 97% reçoivent des financements de sources internationales. Cela se passe dans un pays de 3,7 millions d'habitants. Nous constatons une concentration sans précédent par habitant en ce qui concerne les activités des ONG, qui sont principalement financées par des sources internationales. Ensuite, nous voyons non seulement la rhétorique, mais aussi des actions concrètes de la part des ONG, surtout les plus actives, qui sont liées à des figures spécifiques de l'opposition. Parfois, ces personnes figurent sur les listes de partis politiques ou ont fait partie de l'ancien régime au pouvoir. Elles sont également associées à une propagande politique agressive. Nous avons même été témoins de propagande encourageant des actions telles que lancer des cocktails Molotov sur des policiers, entre autres choses. Lorsque nous examinons ces ONG, elles sont financées par des sources internationales. Non seulement cela, mais l'une des institutions les plus ciblées n'est pas seulement la police ou les personnes au pouvoir, mais aussi l'Église, qui est selon divers sondages d'opinion menés chaque année, l'institution la plus respectée du pays. Nous constatons que l'Église géorgienne, et en particulier notre patriarche, occupe la position la plus respectée dans ces sondages. Principalement lui-même et aussi l'Église font l'objet d'attaques systématiques et simultanées, formulées de manière similaire dans le but de saper l'institution la plus respectée. Et cela est fait par des organisations qui sont financées, comme vous l'avez mentionné, par la NED, l'EED et d'autres. Vous comprenez donc ce qui se cache derrière tous ces chiffres et tous ces nombres.
malheureusement. Nous voyons également un autre aspect. Les ONG qui sont dirigées par, ou qui comptent parmi leurs membres, des individus qui sont généralement des acteurs politiques, et ce sont eux qui se montrent les plus agressifs. C'est pourquoi nous, en tant que parti au pouvoir, avons une responsabilité envers notre population. D'une part, comprendre qui se cache derrière quoi et qui est à l'origine d'actions qui ne respectent pas les règles. Non seulement en Géorgie, mais aussi dans les grandes démocraties, il existe des lois concernant le financement des partis. Ces lois visent à limiter le financement des partis politiques par des acteurs internationaux. Pour contourner ces lois, nous constatons que de telles actions sont menées par le biais des ONG. Eh bien, c'est un problème. Je pense que chaque pays considérerait cela comme un défi si un tel niveau de financement arrivait pour représenter la société civile. À partir de quel moment cela devient-il un instrument d'activisme, également financé par des intérêts étrangers? Les motivations ne sont pas toujours purement altruistes ou uniquement guidées par les meilleures intentions pour la Géorgie. Mais bien sûr, avec la capacité d'orienter les choses dans une direction souhaitée. Mais comment cela s'harmonise-t-il, par exemple, avec l'Église orthodoxe ici? Leurs intentions sont-elles toujours alignées? Eh bien, principalement, la grande différence avec l'Église locale et l'Église orthodoxe, c'est que la réputation de l'Église elle-même est très élevée. Nous avons également eu récemment le 17 mai, qui est dédié aux valeurs familiales et à la journée du respect des parents, instaurée il y a 11 ans par le patriarche lui-même. On voit combien de personnes dans la population respectent cette journée. Les sondages se reflètent dans le nombre de personnes qui sont sorties défiler pour la journée des valeurs familiales. De l'autre côté, nous constatons également que cette journée a été instaurée parce qu'à cette époque, non seulement le patriarche, mais aussi notre pays ont estimé que les principales cibles de ce type d'action agressive étaient les familles et l'Église. Lorsque vous remarquez des similitudes entre ces acteurs agressifs, même dans leur langage, et les attaques systématiques contre l'Église, cela devient évident. Notre responsabilité, en tant que gouvernement, était alors d'éclaircir la situation et de permettre à la population de voir qui se cache derrière quelles actions. C'est aussi pour cette raison que nous avons lancé la loi sur la transparence. Le principe fondamental de la loi sur la transparence était, avant tout, que pour financer des organisations, il faut également de la transparence, de la responsabilité et de la reddition de comptes, ce qui constitue l'un des principes les plus démocratiques, le principe de la reddition de comptes pour les organisations. Nous constatons que cet étiquetage devient également une tendance. Il s'est passé la même chose avec cette loi. C'est devenu une tendance et ils l'ont qualifiée de loi russe. Or, cela n'a rien à voir avec cela, mais cet étiquetage est un aspect supplémentaire. Utiliser des étiquettes vides pour éviter toute discussion essentielle et réelle sur les véritables enjeux politiques. Cela montre aussi l'irresponsabilité, la faiblesse et le manque de capacité de l'opposition, car il est devenu très facile de recourir à l'étiquetage, un étiquetage vide, sans discussion de fond. Cela devient presque cynique lorsque la loi elle-même ou le gouvernement sont qualifiés de russes ou de pro-russes. Par exemple, l'exemple le plus cynique a été lorsque, au sein de la Commission des Affaires étrangères, nous avons présenté une résolution pour soutenir l'Ukraine, une résolution de solidarité avec l'Ukraine en 2022, quelques jours avant le début de la guerre.
Nous mettions en avant notre solidarité et soulignions le droit de chaque pays souverain de choisir l'OTAN et de poursuivre l'intégration européenne, et ainsi de suite. Pourtant, cette résolution a été qualifiée par l'opposition de « résolution russe ». Bien sûr, c'était cynique, mais cela attise les émotions au sein de la population, et c'est un moyen facile de provoquer les sentiments des gens. Dès que l'on dit qu'il s'agit d'une loi russe, les gens ne commencent même pas à discuter du contenu de la loi, ils la qualifient immédiatement. C'est donc une démarche cynique. Cette tactique, je ne dirais pas qu'elle est propre à la Géorgie, mais elle n'est pas non plus nouvelle. Nous l'avons déjà vue par exemple aux États-Unis dans les années 1950 et 1970. Malheureusement, le manuel est le même, donc les méthodes sont les mêmes. La bonne nouvelle, c'est que la population et la majorité de la population accroît ses connaissances et sa conscience. Elle reconnaît déjà ces mêmes tactiques et c'est pourquoi nous avons reçu le soutien de 54% de la population. Parce que d'une part, elle se souvient de ce qui se passait auparavant, elle juge sur la base des faits et elle ne juge pas seulement en raison de directives étrangères ou de campagnes d'influence. D'autre part, un fait très important est que la politique étrangère de la Géorgie est axée sur l'intégration à l'humain et à l'Occident. Cela a même été inscrit dans la Constitution par notre gouvernement. Notre parti et notre Premier ministre, qui est un constitutionnaliste, a lui-même été l'auteur de l'article qui exige que chaque institution contribue à l'intégration à la famille européenne. Non seulement cela, mais lorsque vous êtes qualifié de pro-russe et que votre parcours comporte un certain nombre de procès criminels et de dossiers devant des tribunaux internationaux, lorsque vous avez remporté des procès contre la Russie concernant la guerre de 2008, surtout lorsque vous êtes étiqueté ainsi par les partis qui ont signé la résolution Tagliavini, où ils accusaient nos propres soldats d'avoir déclenché la guerre. Après tous ces faits, le rêve géorgien a réussi à gagner des procès internationaux devant des tribunaux internationaux. Nous avons également été ceux qui ont présenté Poutine comme criminel devant les tribunaux internationaux des droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc vous avez les chiffres, vous avez les données et les actions concrètes, et ensuite vous voyez à quel point la rhétorique est cynique, et d'un autre côté, à quel point elle est déconnectée des faits. Eh bien, quand vous dites cela, cela ne semble pas être propre à la Géorgie, car nous avons un défi similaire dans le reste de l'Europe. C'est-à-dire que vous les appelez des étiquettes, ou des concepts d'étiquettes. Ils sont assez intéressants parce qu'ils sont très chargés, très puissants, si vous dites que quelque chose est pro-russe. Mais on peut y mettre n'importe quel contenu. Ce que je remarque, c'est que chaque fois que ces concepts ou étiquettes sont utilisés, c'est dans l'intention de fermer tout débat. Par exemple, on peut soutenir, comme vous l'avez mentionné à propos du conflit en Ukraine, que peut-être envoyer des armes et ne pas parler aux Russes n'est pas bon pour l'Ukraine. Peut-être que cela mènera à sa destruction. Et je remarque toujours que le même argument revient. Eh bien, c'est un argument russe. Et voilà, ou bien les arguments du Kremlin. Donc ça ne veut rien dire. Cela n'a pas besoin de signifier quoi que ce soit. Cela fait appel aux émotions et met fin au débat. C'est un outil de censure, de diffamation et d'annulation, donc c'est très puissant. Mais étant donné qu'il s'agit, comme on le dit, d'une loi russe, même si de nombreux pays demandent de la transparence, encore une fois, idéalement, on souhaiterait avoir des discussions rationnelles sur la nécessité de savoir quel pouvoir étranger injecte quelle somme d'argent dans les ONG et pour quel type de travail. Je veux dire, c'est une question tout à fait légitime à poser. Donc, rejeter cela simplement comme une loi russe et dire qu'il ne faut plus en parler, c'est assez efficace. Mais cet argument, parce que je l'ai entendu ici aussi, selon lequel le gouvernement serait prétendument pro-russe,
Mais comme vous l'avez dit, le gouvernement a pris certaines mesures qui seraient considérées comme très anti-russes, par exemple en soutenant l'inculpation de Poutine. Alors, qu'entend-il exactement par le concept de pro-russe? Qu'est-ce que cela signifierait ici, précisément? What exactly would that mean here? Eh bien, comme l'étiquette même du concept de pro-russe, n'est-ce pas? Je veux dire fondamentalement, la Géorgie est un pays occupé par la Russie. 20% de notre territoire est occupé par la Russie. Le principal défi pour notre pays, c'est l'occupation. Et c'est aussi l'un des premiers articles de notre Constitution. Lorsqu'il s'agit d'intégration, d'élargissement, de développement d'institutions ou de garantie de sécurité, il s'agit avant tout de notre défi principal, qui est l'occupation, le fait de se trouver dans le voisinage d'un pays impérialiste avec lequel nous devons maintenir une politique pragmatique. Aujourd'hui, notre gouvernement considère toujours que la guerre de 2008 aurait pu être évitée, car c'est de l'histoire. Je veux dire, nous ne sommes pas apparus dans ce voisinage hier. Nous vivons dans cette situation depuis des siècles. Avec toute l'histoire d'occupation que nous avons de la part de notre voisin impérialiste. Ce que nous avons choisi et ce que nous affirmons, c'est que, dans le cadre de l'occupation que nous subissons, et alors que l'intégration à l'UPMO et à l'OTAN constitue l'un de nos principaux objectifs de politique étrangère, la priorité majeure est de préserver notre souveraineté et notre intégrité territoriale. C'est l'objectif principal de notre pays. D'un autre côté, les émotions, bien sûr, sont vives dans chaque pays, et surtout après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le mot « Russie » lui-même et l'étiquette « russe » sont devenus encore plus connotés négativement. Mais personne n'a besoin de nous apprendre qui est l'agresseur, car nous en faisons l'expérience depuis longtemps. Même en 2008, lorsque nous avons eu nos propres Bucha dans la région de Tskinvali, alors que nous brandissions le drapeau, à cette époque, l'objectif de l'Occident était de relancer et de rafraîchir les relations avec la Russie, et il considérait cela comme un problème bilatéral. Même pour nous, il était vraiment surprenant de n'entendre que des profondes préoccupations, sans voir de véritables actions. À ce moment-là, nous disions qu'il s'agissait d'une approche impérialiste et que cela ne s'arrêterait pas à Tskinvali. Ensuite, nous avons vu ce qui s'est passé en 2014. Mais le plus surprenant, c'est que qu'en 2009, après la guerre, en 2010, nous avons vu la majorité des drapeaux européens sur la place rouge le 9 mai, lors du défilé et des célébrations. Et ensuite, ces mêmes pays, y compris l'Ukraine, et maintenant l'Ukraine nous dit et nous apprend qui est l'agresseur. Désolé, mais nous le savons. Nous l'avons vécu et nous savons comment et qui était à nos côtés. C'est pourquoi, fort de notre expérience et de notre histoire, nous et notre gouvernement, à travers une politique sage et très pragmatique, avons choisi, d'une part, de profiter de l'opportunité d'être dans le corridor central et de faire partie d'un monde multipolaire pour opter pour une économie de marché libre. Avant tout, nous sommes pro-géorgiens et attachés à notre intégrité territoriale et à notre souveraineté, y compris dans notre politique étrangère d'intégration à l'UPROL. Mais aussi, en termes de souveraineté et de dignité, et en coopération avec la communauté internationale, l'une de nos grandes priorités de politique étrangère est la politique de non-reconnaissance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Récemment, lors d'une résolution de l'ONU, nous avons reçu un niveau de soutien historiquement élevé concernant les personnes déplacées à l'intérieur du pays, avec 107 pays soutenant l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie. Ainsi, à travers tout cela, nous savons que même au sein de la famille européenne, l'Europe a besoin d'un pays fort, économiquement viable et doté d'une diversité unique comme membre de la famille. Et c'est pourquoi nous affirmons que d'ici 2030,
nous ferons tout notre possible pour remplir toutes les exigences de l'accord d'association, prendre des mesures concrètes et suivre les feuilles de route qui nous mèneront à un développement institutionnel et démocratique grâce à l'état de droit et à toutes les réformes nécessaires en matière de droits humains. Nous visons également à devenir un pays économiquement fort au sein de la famille. De plus, nous disposons d'une économie de marché libre avec des accords de libre-échange couvrant un tiers du monde, car nous croyons véritablement que nous devons exploiter cette opportunité du corridor central et l'économie de marché libre afin de renforcer notre économie et d'atteindre un développement durable tant du point de vue social qu'économique. Quand vous avez dit que vous vouliez être pro-géorgien, cela m'a un peu rappelé la Hongrie, car le Premier ministre Viktor Orbán y affirme toujours que la question n'est pas d'être pro-Ouest ou pro-Russie, mais de mettre son propre pays en premier. Et il y a une certaine forme de pragmatisme là-dedans. Ils font aussi face aux mêmes arguments, où l'on dit « eh bien c'est pro-russe », ce qui, encore une fois, n'est qu'un slogan émotionnel pour éviter toute discussion sensée. Je ne sais pas, c'était juste une comparaison intéressante. Mais votre Premier ministre a souligné à plusieurs reprises qu'il craint que les ONG aient été activées pour devenir beaucoup plus agressives afin de renverser le gouvernement, parce que des intérêts occidentaux, il a mentionné spécifiquement les États-Unis, auraient intérêt à renverser le gouvernement ici pour pouvoir utiliser les Géorgiens comme un second front contre la Russie. Partagez-vous cette idée, ou du moins, comment l'évaluez-vous? Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont les faits, et nous devons examiner les faits concrets de l'histoire récente. Si l'on observe la relation entre la Géorgie et le monde occidental, et les moments où elle devient tendue, il faut regarder en 2022, après la guerre en Ukraine, lorsque nous avons subi une pression forte et très intense, tout d'abord, par exemple, pour introduire des sanctions bilatérales contre la Russie. Je dois souligner ici que la Géorgie fait partie de toutes les plateformes de sanctions multilatérales, et même si nous avons été la cible de beaucoup de propagande de la part de toutes ces ONG agressives affirmant que la Géorgie est utilisée pour contourner les sanctions et aide la Russie à les éviter, ce n'est tout simplement pas le cas. Nous avions invité les envoyés de haut niveau du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne, les envoyés chargés des sanctions, qui ont mené des évaluations approfondies, et ils ont affirmé qu'il n'existe aucun cas de contournement des sanctions, même si la Géorgie en fait encore plus. Cela a également été déclaré lors du dernier point presse d'O'Brien, où il a souligné les excellents de la Géorgie avec la plateforme internationale des sanctions. De l'autre côté, nous savions que les sanctions bilatérales ne nuiraient jamais à la Russie, car notre part dans leur panier économique est de 0,2%, alors que de l'autre côté, elle est d'environ 12%. Et nous savions que cela ne ferait aucun mal à la Russie. Cela servirait simplement d'appât, attirant et détournant l'attention vers la Géorgie et provoquant une situation de guerre. Non seulement cela, mais il y avait aussi une forte pression pour envoyer des volontaires par avion gouvernemental en Ukraine. Je veux dire, chaque volontaire qui voulait s'y rendre et se battre était libre de le faire. Et il y a encore des Géorgiens qui sacrifient leur vie là-bas. Et nous apprécions tout cela, mais lorsque cela se fait par l'intermédiaire de l'avion gouvernemental et que l'on envoie des volontaires en les mobilisant, ce n'est plus simplement une action volontaire, c'est un signal adressé à la Russie, provoquant essentiellement des actions militaires et un véritable second front. Non seulement cela, mais nous avons également eu des déclarations officielles, par exemple de la part de hauts responsables du gouvernement ukrainien, qui disaient que le moment était venu pour les Géorgiens d'aller opérer en Abkhazie, ce qui était encore une autre forme de pression sur nous pour essayer de déclencher une guerre.
Je ne parle même pas des réunions à huis clos auxquelles j'ai personnellement assisté, puisqu'il s'agissait de réunions à huis clos, mais maintenant ils en parlent de manière encore plus ouverte, même au sein des communautés internationales, en disant que l'unicité de la Géorgie en tant que pays montagneux offre la possibilité d'une guerre de partisans. Cela pourrait donc prolonger les délais, et même dans ces cas-là, je veux dire, notre argument, l'argument de nos responsables auprès des hauts fonctionnaires des ambassades, était que même cela n'est pas une décision judicieuse. La Russie n'aurait besoin que de quelques jours, 5 à 7 jours, pour entrer dans le pays et infliger une défaite totale, car comme vous le savez sans doute, depuis l'autoroute principale géorgienne, on peut même voir les soldats à la ligne administrative. Il ne s'agit donc que de franchir 30 kilomètres pour couper l'autoroute de liaison Est-Ouest. Même cet argument, pour eux, c'était que vous êtes un peuple héroïque, prêt à vous battre, que vous avez un rôle historique et que vous possédez cette région montagneuse. Cela vous aurait donné une occasion de mener une guerre partisane. Cela nous a donc directement placés sur un second front, ce que, selon l'histoire et selon tous les commentaires adressés au gouvernement géorgien, nous avons refusé. Et tout cela a été le principal déclencheur des relations tendues avec la Russie. Des années auparavant, lorsque nous menions des réformes, nous étions les chefs de file de la famille européenne, des contributeurs, des réformateurs et des acteurs. Mais après tout cela, tout à coup, nous avons été étiquetés comme pro-russes, simplement parce que nous défendions les intérêts de notre peuple, comme si nous étions les gardiens des intérêts de notre peuple. C'était là l'essentiel. Ce n'est donc pas seulement de la rhétorique ou une théorie du complot, selon laquelle quelqu'un nous poussait à agir. Il agissait d'actions directes et de déclarations directes de la part de hauts responsables. Et on peut ajouter que personne ne le nie du côté occidental, qu'il le souhaite. Mais non, je suis content que le gouvernement s'y soit opposé. Rien qu'en se promenant dans les rues, en voyant tous ces jeunes hommes étudier, travailler, fonder des familles, au lieu d'aller dans les tranchées. C'est triste que cela soit aussi considéré comme étant pro-russe, simplement parce qu'on ne sacrifie pas sa jeunesse. Cela m'a un peu rappelé un article écrit par George Soros, puisqu'il est l'un des principaux financeurs de nombreuses ONG. En 1993, il a écrit un texte plaidant pour un ordre mondial plus centré sur l'OTAN, et il soutenait que l'OTAN devrait avoir davantage de partenariats avec les Européens de l'Est parce que, pour l'OTAN, ils ont les capacités techniques, mais il n'y a pas de volonté d'accepter un grand nombre de pertes humaines. C'est ce qu'il a écrit, et c'est pourquoi nous devons nous associer avec les Européens de l'Est pour qu'ils envoient leurs hommes et que nous utilisions notre équipement. Ce qui est bien sûr une vision très cynique du monde et du rôle de la guerre. Mais oui, l'une des raisons pour lesquelles je suis ici, ainsi que mes collègues d'Europe et des États-Unis, c'est que nous avons assisté à une conférence à laquelle vous étiez également présents, sur le thème de la manière dont les petits pays survivent et prospèrent. La Géorgie, bien sûr, me semble souvent un exemple idéal. Vous êtes ici à côté de la Turquie, de la Russie, l'Iran n'est pas très loin, et non seulement vous survivez, mais vous prospérez aussi, de manière impressionnante. Pour être honnête, j'étais un peu ignorant de l'augmentation du PIB ici, et c'est vraiment remarquable. Mais quel est votre point de vue à ce sujet? Comment un petit pays peut-il assurer sa sécurité et survivre parmi les grandes puissances, surtout à une époque où nous nous éloignons de plus en plus de l'ère hégémonique? Travail analytique très intéressant et très approfondi, mais la réponse courte est que la paix est une condition préalable à la prospérité économique. Et quand nous parlons de paix, nous le pensons vraiment.
Et lorsque vous avez mentionné la déclaration de Soros également, eh bien, nous avons été l'un des principaux contributeurs aux missions de paix de l'OTAN. Par habitant, nous étions les plus grands contributeurs, nos compatriotes étaient présents, ils se sont battus. Donc, lorsque nous parlions d'engagement, nous le pensions vraiment, et nous avons fait des sacrifices pour ces engagements. D'un autre côté, nous affirmons que sans paix, il est impossible de se maintenir et de survivre en tant que pays. Ce sont donc des questions essentielles et substantielles pour votre existence. Avec la paix, nous entretenons d'excellentes relations avec la Turquie. Nous avons d'excellentes relations commerciales qui augmentent chaque année. Sur le plan politique également, nous avons des relations multilatérales et trilatérales avec l'Azerbaïdjan, tant au niveau exécutif que parlementaire. Nous constatons qu'un voisinage fort et une région forte garantissent la prospérité. D'un autre côté, nous avons été des facilitateurs pacifiques, des facilitateurs de dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Géorgie a été le seul endroit où le Premier ministre d'Arménie et le Premier ministre d'Azerbaïdjan se sont rencontrés et ont discuté de solutions pacifiques. Ils considèrent également la Géorgie non pas comme un grand garçon assis à la table, mais comme un acteur régional facilitant ce dialogue pacifique. Tous deux reconnaissent notre rôle et l'apprécient. Nous parlons aussi de cette plateforme trilatérale et tout récemment, nous avons accueilli les ministres des Affaires étrangères en Géorgie. Il s'agit donc aussi pour la Géorgie d'assurer la paix dans la région, car sans elle, nous ne pouvons pas parler de croissance économique ou de commerce. Par ailleurs, nous avons une stratégie de développement économique très directe, qui repose sur des accords de libre-échange et le développement d'une économie de marché libre. La Géorgie, toujours placée dans cette situation géopolitique, a été un pont entre les civilisations. Nous avons fait partie de la route de la soie et d'autres itinéraires qui reliaient et connectaient l'Europe à l'Asie. D'ailleurs, ma thèse de doctorat porte entièrement sur le développement de la route de la soie numérique, faire renaître ces routes et élargir ces relations. Par ailleurs, nous avons des accords de libre-échange avec un tiers du monde. Tout récemment et très rapidement, nous en avons conclu un avec les Émirats arabes unis. Nous avons un accord de libre-échange avec bien sûr l'Union européenne, le DCFTA, et nous sommes un pays unique, car en même temps, nous avons un accord de libre-échange avec la Chine, qui est également l'un de nos partenaires stratégiques en matière de développement économique. Si vous regardez nos pays partenaires stratégiques, nous avons des accords légèrement différents avec les pays membres de l'Union européenne et avec la Chine, qui est principalement axée sur des activités purement économiques. D'un autre côté, la Géorgie a toujours été un point de connexion stratégique et nous examinons également des projets stratégiquement et économiquement viables comme, par exemple, l'oléoduc BP. Avec le Royaume-Uni, nous l'avons fait il y a des années, mais cela représentait aussi une forme de soutien et de garantie de notre paix sur notre territoire. D'autre part, nous sommes en train de finaliser la discussion sur le port en eau profonde d'Anaklia, qui sera un autre grand projet reliant l'Europe à l'Asie. Nous avons également le projet de câble sous-marin, qui offrira une source d'énergie alternative à l'Europe depuis l'Asie centrale. La Géorgie saisit cette opportunité et transforme le défi d'un monde multipolaire en utilisant cette occasion d'une part pour ne pas dépendre d'un monde unipolaire et d'autre part pour diversifier ses marchés. C'est intéressant car souvent, lorsque l'on parle de multipolarité, du moins en Occident aujourd'hui, cela s'accompagne souvent de connotations négatives. On ne la considère que comme un défi. Mais si l'on regarde l'ancienne route de la soie, beaucoup des régions qui ont le plus prospéré étaient celles qui savaient tirer parti de cette connectivité. Donc, j'imagine qu'un pays comme la Géorgie, qui unit l'ouest à l'est et le nord au sud,
peut prospérer s'il en tire pleinement avantage. Ainsi, la Chine est devenue un partenaire clé dans ce contexte. So China has become a key partner in this. Absolument. But in this connectivity, Mais dans ce contexte de connectivité, on ne peut pas ignorer le principal et plus grand voisin que vous avez, à savoir la Russie. Donc bien sûr, ce gouvernement a tenté, du moins d'après ce que je comprends, d'adopter une approche plus pragmatique en reconnaissant la présence de ce voisin. Mais y a-t-il des efforts en cours pour normaliser les relations? Parce que le problème de qualifier systématiquement cela de pro-russe, c'est que si l'objectif est d'être pro-géorgien, le point de départ devrait être comment pouvons-nous renforcer les intérêts de la Géorgie? the point of departure is how can we enhance Georgia's interest? Surely there must be an interest in restoring. Il doit sûrement y avoir un intérêt à rétablir une certaine connectivité économique, simplement pour la prospérité de la Géorgie, mais aussi sur le plan politique, car si l'on rend le géant du Nord nerveux, ce n'est pas idéal pour la Géorgie. Donc, encore une fois, si l'objectif principal est de privilégier ce qui est bon pour la Géorgie, que peut-on faire pour, je suppose, normaliser les relations avec la Russie, toujours dans la mesure où cela sert les intérêts du pays, sans faire de faveur à d'autres? Mais j'imagine qu'il y aura beaucoup d'opposition interne. Est-ce que quelque chose est entrepris et quels sont les obstacles? Being done and well, what are the hurdles? Yeah, well, the status quo is that Eh bien, le statu quo est que nous avons l'occupation et que nous n'avons pas de relations diplomatiques. En fait, la Géorgie est l'un des très rares pays à ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Russie, le deuxième après le Japon. C'est étrange pour un soi-disant gouvernement pro-russe, désolé pour cela. Et la Géorgie, tout comme le Japon, n'a pas de résolution pacifique avec la Russie. Donc le statu quo, c'est qu'il n'y a pas de relations diplomatiques. well, the status quo is that there is no diplomatic relations. The only relations which we are having with Russia is economic and trade. Les seules relations que nous avons avec la Russie sont économiques et commerciales, ce dont, encore une fois, nous essayons de ne pas dépendre. Le marché russe est notre voisin direct et a toujours été l'un de nos principaux partenaires commerciaux, mais il n'a jamais été fiable. Par le passé, nous avons connu des fermetures soudaines de frontières ou des interdictions sur notre vin et notre eau gazeuse. Donc ce n'est pas un marché fiable selon l'histoire. C'est pourquoi nous avons fait le choix de diversifier nos marchés pour notre commerce et nos entrepreneurs. Nous avons des accords de libre-échange avec d'autres pays afin de ne pas dépendre de ce marché. Mais d'un autre côté, théoriquement, nous savons que chaque conflit doit être résolu par le dialogue. Conflict has to have the resolution with the dialogue, and the only dialogue platform currently what we are having is La seule plateforme de dialogue que nous avons actuellement se trouve à Genève. Nous avons la plateforme de dialogue de Genève. Je ne dirais pas qu'il y a eu des progrès à ce sujet. Nous avons essayé plusieurs outils et instruments, mais malheureusement, pour le moment, je ne vois aucune perspective positive dans ce canal. Cependant, nous restons très optimistes. Nous savons que, avant tout, la résolution du conflit consiste à éviter une escalade vers la guerre. C'est une réponse très directe, et nous ferons tout notre possible pour éviter la guerre. D'un autre côté, nous sommes ouverts à toute initiative de désoccupation qui pourrait émerger. Notre précondition et notre ligne rouge, c'est la désoccupation. Et après la désoccupation, nous pourrons repartir de zéro, pour ainsi dire. Pour l'instant, la Russie est un occupant de notre pays, et si ce statut ne change pas, nous continuerons à dialoguer avec nos voisins. Eh bien, en ce qui concerne la diversification, je plaide toujours en sa faveur. Être trop dépendant d'un seul voisin n'est rarement une bonne idée. D'un autre côté, une certaine connectivité est évidemment bénéfique. J'ai d'ailleurs découvert les vins géorgiens pour la première fois lorsque je vivais en Russie. Je les ai vus là-bas, donc cela reste un bon marché. Mais encore une fois, pour ce qui est du voisin, il n'y a aucune volonté de discuter avec les Russes tant que les questions territoriales ne sont pas résolues.
We have this platform in Geneva. Nous avons cette plateforme à Genève, avec des facilitateurs pour le dialogue. C'est la seule plateforme où nous avons une quelconque communication au niveau politique. Voyons, s'il y a une volonté, s'il y a une disponibilité, la plateforme existante peut être utilisée pour résoudre ce problème ou d'autres plateformes. Mais avant tout, pour reprendre des relations politiques et diplomatiques bilatérales, la ligne rouge est l'occupation. The red line is the occupation. Mais quel est le rapport avec l'OTAN? Parce que récemment, le général Keith Kellogg, qui était un envoyé de Donald Trump en Ukraine, négociait aussi avec les Russes. Il a souligné que les Russes avaient des préoccupations légitimes concernant l'expansion de l'OTAN vers leurs frontières, reconnaissant que cela faisait partie de l'origine du conflit. Mais il a dit qu'une solution ne devrait pas seulement s'appliquer à l'Ukraine, mais aussi à d'autres pays. Il a donc mentionné la Moldavie, ainsi que la Géorgie, que cela relève d'un règlement final dont il faut tenir compte, qu'on ne peut pas forcément agir comme on l'a fait par le passé. Est-ce que cela a influencé la manière dont la Géorgie aborde la question ukrainienne? Comment définissez-vous la relation aujourd'hui? How do you define the relationship now? For us, NATO, and we were very serious. Nous avons pris très au sérieux l'intégration à l'OTAN, que ce soit en ce qui concerne l'article constitutionnel, le respect de toutes les exigences et l'alignement avec les normes de l'OTAN, en commençant par l'utilisation du budget, l'allocation d'un certain pourcentage du budget aux activités militaires, la contribution de nos soldats aux missions de l'OTAN, et ainsi de suite. D'un autre côté, nous constatons que depuis le sommet de Bucarest en 2008, rien n'a vraiment changé. Je veux dire, en 2008, nous avons reçu la promesse, nous avons eu cette porte ouverte virtuelle, mais nous restons devant cette porte ouverte depuis longtemps. Même dans la société, il y a une blague disant que nous pourrions attraper un rhume à force de rester entre les deux portes ouvertes de l'OTAN et de l'UE. Mais d'un autre côté, en ce qui concerne l'intégration à l'humaine, nous savons qu'il nous reste encore des réformes à mener pour aligner pleinement nos institutions et nos exigences avec l'intégration européenne. Mais en ce qui concerne l'intégration à l'OTAN, il s'agit d'une décision politique. Et nous avons vu récemment, à travers des décisions politiques, à quelle vitesse la Finlande et la Suède sont devenus membres de l'OTAN. La Finlande, qui partage également une frontière avec la Russie, donc il ne s'agit pas des procédures ou, comme on le dit parfois, de l'occupation, etc. On trouve toujours des raisons pour éviter que la Géorgie ne devienne membre de l'OTAN. L'un des arguments que nous avançons auprès de nos collègues de l'OTAN et des pays membres de l'OTAN, c'est qu'actuellement, nous avons un soutien assez élevé dans notre société pour l'UEMM et l'OTAN. Même par rapport à la Moldavie, où l'opinion publique est divisée à parts égales, ils ont organisé un référendum sur l'intégration à l'UEMM et le résultat était presque partagé à égalité. Bien que cela ne concerne pas uniquement la Géorgie, il y a eu récemment un sondage Gorby qui a montré une baisse assez significative des perceptions positives envers l'intégration européenne. Nous disons que si notre population ne voit que des démarches de notre part et n'en voit pas de l'autre côté, ces perceptions continueront de diminuer. C'est quelque chose qui nous inquiète en tant que gouvernement car nous avons fait beaucoup pour maintenir ces perceptions. Même si nous avons récemment été confrontés à une injustice concernant l'octroi du statut de candidat 1 an et demi plus tard que l'Ukraine et la Moldavie. En termes de chiffres et d'exigences, la Géorgie était en avance, même selon leurs propres évaluations. Il existe donc également des perceptions d'injustice et il se pourrait que ces perceptions diminuent, ce qui est assez important à surveiller. De notre côté, nous considérons toujours aujourd'hui que l'OTAN est le seul garant et la seule protection pour notre sécurité. Mais nous constatons aussi que l'ensemble de la situation géopolitique est en train d'être transformée.
nous ne savons pas quel sera le soutien budgétaire des États-Unis à l'OTAN. Nous sommes donc actuellement, pour ainsi dire, en train d'observer ce qui se passe dans le monde, de remplir nos obligations et notre programme et d'agir dans l'intérêt de notre population. Et d'ici 2030, comme l'a déclaré le Premier ministre, nous ne voulons pas que quelque instrument d'intégration que ce soit utilisé comme un outil de manipulation du gouvernement ou de ses actions. Nous retirons cela de l'agenda, mais nous remplissons toutes les exigences d'ici 2030. Ainsi, d'ici 2030, nous verrons et nous nous y engageons que nous serons l'un des pays les plus prêts pour l'intégration à l'UBA. Et il en sera de même pour l'intégration à l'OTAN. Nous verrons quel sera le statu quo pour les deux et quelle sera leur volonté d'élargissement. Car c'est une question tout à fait légitime qui est soulevée même par les membres, que ce soit de l'OTAN ou de l'UE elle-même, à savoir s'ils sont prêts à s'élargir. J'ai failli oublier, cela fait maintenant 17 ans depuis 2008. Cependant, si l'on regarde la Turquie, combien de temps elle a attendu pour l'adhésion à l'UNMMR? C'est bien plus long. Cela soulève donc la question de savoir si ce n'est pas envisageable. L'adhésion à l'UNMMR pourrait bien sûr être plus facile à réaliser, étant donné que la Géorgie est un pays plus petit, plus facile à intégrer et avec moins de conséquences. Nous devons l'utiliser comme un instrument. Lorsque j'étais avec certains jeunes, j'ai été critiquée pour avoir déclaré que l'intégration à l'UME et à l'OTAN n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal est la sécurité économique et sociale de votre pays. L'intégration à l'OTAN et à l'UME sont des outils et des instruments pour garantir cet objectif principal. Parce que nous l'avons instrumentalisé, beaucoup de jeunes, et pas seulement les jeunes, mais aussi d'autres, ont pris cela comme l'objectif clé plutôt que comme l'instrument. Je pense que c'était la principale erreur. Ainsi, l'objectif majeur de notre pays est d'avoir un pays sûr, économiquement et socialement durable, avec une intégrité territoriale et une souveraineté. Et à ce titre, nous voyons actuellement que les principaux instruments pour y parvenir sont l'intégration à l'UFOML et à l'OTAN. Ce que j'ai entendu une fois lors d'une conférence en Russie, c'est que l'OTAN n'accepte pas de pays ayant des différends territoriaux. Cela crée donc presque une incitation à ne pas résoudre la question de l'occupation, étant donné que tant que cette zone reste sous contrôle russe, ils ne peuvent pas être intégrés à l'OTAN. Et les Russes affirment que cela représente une menace existentielle pour eux. Donc, cela fige en quelque sorte la situation dans le monde. Eh bien, c'est encore une décision politique, car si c'était le cas, nous ne ferions partie d'aucune union, y compris l'ONU ou toute autre union. Par exemple, nous faisons partie des Nations Unies et j'espère bientôt de l'Union européenne également, et les Nations Unies couvrent la partie administrative de la Géorgie. C'est similaire à la façon dont l'article 5 de l'OTAN peut être exclu pour ces questions territoriales. Mais nous pourrions tout de même en faire partie. Donc la question territoriale n'est pas, bien sûr, je veux dire, nous voulons rejoindre l'OTAN parce que nous recherchons la sécurité, l'intégrité territoriale et la souveraineté. Et cela pourrait être atteint en adhérant de manière similaire aux procédures d'adhésion à d'autres unions. Ensuite, lorsque nous aurons réglé cette question de manière bilatérale ou multilatérale, Je suppose que mon point est le suivant. La leçon à tirer de l'Ukraine ne serait-elle pas que cela ne conduit pas à la sécurité? Encore une fois, si la Géorgie semblait sur le point d'entrer dans l'OTAN, cela pourrait être un élément déclencheur d'une réponse militaire du côté russe. Si la sécurité est l'objectif final, à quel point le gouvernement est-il certain que l'OTAN est la voie pour l'atteindre?
towards this end. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour nous, l'OTAN est un instrument destiné à garantir la sécurité et la souveraineté. Et cela repose sur ce même principe. Si nous devons sacrifier quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une seule vie humaine, nous ne considérons pas que cet instrument remplit sa mission. D'accord, je comprends. Ma dernière question concerne cependant la question économique. Comme je l'ai dit plus tôt, peut-être par ignorance, je ne savais pas que la Géorgie avait connu une telle croissance économique incroyable. J'imagine qu'il y a une recette secrète. Ou comment expliquez-vous ce succès économique? Oui, donc en gros, la croissance économique en Géorgie après le Covid a atteint des chiffres à 2 chiffres, et nous l'avons maintenu autour de 5% et plus, comme 4% et plus. En 2022, nous avons enregistré une croissance du PIB de 9,7%. Actuellement, au premier trimestre, nous sommes à 5,7%, et même le FMI révise à la hausse ses prévisions initiales. Le principal instrument pour cela, encore une fois, a été la paix et une politique pragmatique. L'accord de libre-échange et le tourisme occupent également une place importante dans notre panier économique. Donc, pour faire court, la Géorgie se concentre fortement sur la diversification du marché et la mise en œuvre de réformes pour faciliter les affaires dans le pays. Le fait d'avoir quasiment zéro corruption au niveau institutionnel attire aussi les investisseurs. Récemment, nous avons signé un accord d'investissement de 6 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis et d'autres projets sont également en préparation. Nous considérons également que le projet du port en eau profonde d'Anaklia aura un impact important sur ces chiffres. Ainsi, il s'agit principalement d'offrir aux entreprises un gouvernement stable et fort, un gouvernement très solide en matière de maintien de la paix dans le pays. Car si vous êtes investisseur, si vous faites des affaires et que vous ne savez pas ce qui va se passer dans le pays, s'il y aura la guerre ou non, vous ne dépensez pas, vous n'investissez pas. Le gouvernement rassure donc le secteur des affaires en leur garantissant une situation sécurisée. Nous avons également mis en place des réformes pour faciliter les affaires et éviter la bureaucratie, et toutes les opportunités dont nous disposons contribuent à améliorer l'environnement des entreprises. Bien sûr, l'attractivité touristique et les investissements sont importants, mais la paix reste toujours une condition préalable. L'élément clé de cette formule, c'est la paix et les réformes qui simplifient les procédures pour faire des affaires en Géorgie. D'accord. Eh bien, c'est une recette secrète. Je parle à de nombreux Géorgiens qui sont frustrés par la réputation que la Géorgie a, surtout dans beaucoup de pays occidentaux. Et je suis aussi un peu perplexe, car si l'on regarde l'état de la démocratie, le développement, la corruption, l'économie, tout va vraiment bien. Donc cela me déroute, cette réputation injuste, je suppose, qui semble lui être attribuée. Quoi qu'il en soit, Nomas pense que j'ai déjà pris trop de votre temps. Oui, il existe un décalage entre la rhétorique et les faits réels. Bien sûr, nous vivons dans un monde de perception, mais les personnes qui se concentrent sur le travail concret examinent les chiffres réels. Elles regardent les classements internationaux, y compris la gouvernance ouverte, la transparence budgétaire, etc., où selon tous les critères des principes démocratiques, la Géorgie montre une amélioration significative. Donc, lorsque l'on regarde les faits et non les perceptions alimentées par l'activisme politique populiste, alors on investit, on fait des affaires, et c'est ainsi que nous prospérons. Eh bien, non, c'est assez intéressant de voir partout à Tbilissi à quoi cela ressemble réellement. C'est également caractéristique. Je sais que pour les touristes internationaux, l'une des choses les plus marquantes dans la vieille ville est la statue de la mère de la Géorgie qui se dresse au sommet de la colline.
Elle a été érigée pour le 1500e anniversaire. Au sommet de la colline, elle tient un bol de vin dans la main gauche pour les amis et une épée dans la main droite pour les ennemis. Cela reflète aussi le caractère de la Géorgie en matière d'hospitalité, de dignité et le fait d'être très attaché à ses principes et pragmatique face à ses ennemis. C'est une excellente position à adopter. Merci encore. Je vous en suis reconnaissant. Avec plaisir.